Donc, bienvenue à tous nos élus, donc ainsi qu'aux 40 ou 50 personnes qui sont assis dans le public et qui effectivement font état donc, des personnes les plus impactées par l'arrivée du tram et des nuisances qui en découlent. Donc je ferai une information en introduction, mais nous devons rentrer d'abord dans le cadre de notre conseil municipal avec l'appel, afin de vérifier notre quorum, désigner le secrétaire de séance, adopter notre ordre du jour et approuver le procès-verbal du dernier conseil. Et seulement après, donc juste en introduction, avant les délibérations qu'on doit étudier, on fera état effectivement de la situation du tram et des différentes actions qu'on est en train de mener, même tout au long de la journée. Voilà. Donc, voilà, je vais faire l'appel afin de valider le quorum. Sabrina. Présent. Éric. Présent. Ève. Présent. Denis. Présent. Lucie est excusée et elle a donné pouvoir à Julien. Bertrand. Charlotte. Présent. Jacques Nicolas est excusé et il a donné pouvoir à Denis Petit-Mangin. Caroline de Sazilly. Caroline Bouy, oui, j'étais obligé de les nommer puisqu'on a beaucoup de Caroline parmi nous. Hervé. Présent. Vincent. Présent. Mathieu. Présent. Siam. Présent. Maëlys Luxor est excusée et elle a donné pouvoir à Charlotte. Frédéric Guérimont est excusé, il a donné son pouvoir à Caroline de Sazilly. Laurent. Présent. Julien. Présent. Ségolène Moreau, donc elle est excusée et elle a donné pouvoir à Hervé. Stéphanie Bancal est excusée, elle a donné son pouvoir à Françoise Guyard. Françoise. Présent. Patrick. Présent. Noël. Oui. Alexandre. Oui. Claude Jamati donc est excusé et il a donné pouvoir à Claude Maquis. Et Claude. Présent. Voilà. Très bien. On est accompagné évidemment de notre DGS, Karine Bogdan et Fabien Darmé, notre juriste. Voilà, j'ai oublié personne, plus l'équipe qui enregistre et diffuse le conseil. Voilà, donc nous sommes 20, donc le quorum est atteint puisque ce quorum est de 14. La secrétaire de séance, donc c'est Charlotte Loger qui s'est proposée. On a notre ordre du jour qu'on vous a adressé et pour lequel nous devons voter. Qui est contre cet ordre du jour? Qui s'abstient? J'aurais dû commencer. Voilà. Donc il est adopté à l'unanimité. Et nous allons passer à l'approbation du PV. Et ce PV, donc vous l'avez reçu, bien entendu, et on a reçu à 17h15 donc quelques demandes de modification. Donc on a en page 14 Françoise Guyard qui considère qu'elle a dit et qu'elle n'a pas estimé, donc entendu, on corrige, page 14, Madame Françoise Guyard Castanet dit que la présentation du budget 2022 pose question, et on continue. Page 15, Madame Guyard Castanet pose donc un petit bémol sur cette prudence en ce qui concerne les droits de mutation qui sont à 150 000 € et ce qui est assez optimiste, mais qui peut tout à fait se réaliser. Alors là, écoute, là, on n'est pas d'accord, on a réétudié, donc on a réécouté ce que tu as dit très exactement, cela peut
tout à fait se faire. Voilà ce que tu as dit. Donc, moi, je te... c'est Stéphanie, en fait, moi, je ne l'ai pas réécouté. Hein. Stéphanie l'a réécouté cet après-midi. Il m'a dit que j'avais dit, mais moi, je n'ai pas eu le temps de réécouter. Non, je t'assure qu'on a... Alors, moi, je ne peux pas dire, puisque je ne l'ai pas réécouté. Non, mais bon, je l'ai fait. Il y a Fabien et Karine qui ont fait ce travail. Hein. Moi, je te propose de mettre ce qu'on a entendu. Cela peut tout à fait se faire. Voilà, c'est ce que tu as dit. Voilà. Donc, on le rédige comme cela. Page 16, au niveau de l'investissement, Françoise pense qu'il lui semble prématuré de prévoir de tels grands projets. Tu veux qu'on enlève pense, ok, on va mettre Françoise, Madame Guyard-Castanet lui semble prématuré, voilà, et on obère le pense qu'il. Hein, on est d'accord. J'ai juste une autre chose que j'ai lue. Alors là, je pense que c'est vraiment rien du tout, mais je pense que page 16, il y a écrit que, en me parlant de moi, elle ajoute qu'elle a bien écouté toutes les tailles indiquées, ce qui ne veut absolument rien dire. J'ai peut-être dit détail au lieu de taille. Oui, c'est d'accord. Ça me semble un peu évident, mais bon. Non, mais t'as raison. Peut-être que dans le brouhaha, parce que quand on écrit taille, la phrase ne veut rien dire. Absolument. Voilà, il y a des petites choses comme donc, ça. Page 16. Vous avez souhaité que le compte rendu, tu voulais dire que le compte rendu se devait d'être chaque mot remis, ce qui nous fait quand même un compte rendu de 35 pages. Hein. Bon, voilà, donc on prend les informations telles quelles. Voilà. Donc page 16, là on était OK, et puis on est OK bien sûr sur ta notion de détail. Tu as ajouté, donc je ne vais pas tout relire, ajouté en fin de phrase qui sont fléchés sur ce projet, ainsi que l'a exprimé Madame Guyard. Tu as tout à fait raison, on l'ajoute. Voilà. Page 17, les propos de Stéphanie. Alors là, on a eu du mal à comprendre sur quelle formation elle souhaite, quelle formalisation elle préconisait. On va mettre effectivement en introduction, parlant du poids de l'emprunt sur l'avenir, Madame Bancal argumente qu'au-delà des explications, on le met en début de phrase, parce qu'en fin de phrase, ça ne veut rien dire. Est-ce que Françoise, voilà, on l'a réécouté. On essaye alors, page 17. Page 17. Stéphanie a dit à propos de la halle, non pas qu'elle soit contre l'idée d'un aménagement de la place, du marché, au contraire, elle trouve cela très intéressant. Elle veut nous faire mettre pas du tout. Alors on a... Comment ? Elle a dit pas du tout, mais elle voudrait qu'on enlève le mot contraire. Voilà, elle voudrait qu'on enlève le mot contraire pour mettre pas du tout. Hein ? Or, ce qui a été dit, c'est au contraire pas du tout. Hein ? Donc, on va remettre au contraire pas du tout, conformément à ce que Stéphanie a dit. Hein ? Alors, je comprends qu'elle... voilà, mais donc, moi, je propose, page 17, au contraire... Pas du tout. Elle trouve cela très intéressant de se poser la question, mais que cela n'a jamais été posé. Je veux dire que là, on est conforme aux propos tenus de Stéphanie. Ça marche, le truc. Moi, c'est Stéphanie qui l'a réécouté. Hein. Moi, j'ai absolument rien réécouté. Donc, là, je lui dis en même temps ce que tu dis, parce que je ne peux pas savoir, vu que je ne l'ai pas réécouté. Donc, elle est en train de le réécouter sur les deux phrases en question. Moi, voilà. Enfin, je vous dis juste ça, c'est tout. Tout à fait. Je veux dire qu'à la fois... En fait, là, ces deux petits mots, ça change totalement le sens de la phrase. C'est pour absolument. ça. Et puis donc, c'est bien pour ça qu'elle réécoute. Oui, mais c'est au contraire pas du tout. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, moi, je vous propose les propos exacts qu'elle a tenus. Hein. Voilà, page 33. Effectivement, là, on a fait une erreur. Ce n'est pas 300 lignes, mais c'est 300 signes, bien entendu. Voilà, il y a également... Comment ? Non, ce n'est pas une punition. On est d'accord.
Et enfin, Claude Giamatti, là, nous a donné acte d'une correction. Ça a trait effectivement à la rencontre qui a eu lieu avec les médecins du pôle médical pour amorcer un travail d'analyse également envisagé. Il a été proposé à Mme Bancal et M. Giamatti d'y prendre part. Non, c'est Claude, c'est Claude Maquis. Donc on remplace M. Giamatti par Mme Claude Maquis. Hein? Voilà. Donc, voilà, donc on se doit d'approuver ce procès-verbal compte tenu des corrections qu'on a énoncées. Donc, qui s'abstient? Écoutez. Qui est contre? Voilà. On a repris vos propos, mais tant pis. Voilà. Voilà, alors on va parler effectivement des nuisances du tram. Je voulais d'abord effectivement remercier les porteurs de ce beau projet, qu'est le tram, que nous avons effectivement attendu depuis une quinzaine d'années. Donc je remercie tous les acteurs de ce projet, d'ampleur amorcée il y a plus de 15 ans, dont les financeurs, qui l'ont concrétisé avec pour objectif d'offrir à nos concitoyens un moyen de transport fiable, rapide et en principe respectueux de l'environnement exceptionnel qu'ils traversent. Merci à Île-de-France Mobilité, qui a porté le projet, et plus particulièrement à Valérie Pécresse, au département de Pierre Bédier et de Jean-François Raynal, mais encore à Versailles Grand Parc, ainsi qu'à l'ancienne équipe municipale de Claude Giamatti, qui à l'époque a été vice-président transport de VGP, qui, associés avec Alain Lopinet, n'ont pas ménagé leurs efforts. Alors le contexte, effectivement, il y a eu des essais à blanc qui ont commencé depuis début mai et qui passeront en exploitation d'hiver entre le 15 juin et le 5 juillet, avec une inauguration qui est prévue donc au cours de cette seconde semaine de juillet. Alors, revenons aux actions initiales que nous avons portées avec Marc Tourelle. Nous sommes le 14 février 2022, lors du comité de pilotage organisé par VGP et en présence d'Île-de-France Mobilité. Et là, notre demande à l'un et à l'autre, c'est limitation de la vitesse en zone urbaine et tout à fait particulière, notamment à l'approche des gares. Alors leur réponse, c'est vitesse n'excédant pas 30 km/h de par la nature de l'infrastructure et l'exigence de l'exploitation. Et là, c'est vrai, il y a une explication de texte à donner. Infrastructure veut dire mode tram ou mode ferroviaire. Les exigences de l'exploitation, c'est la fréquence de passage de 10 minutes en heure pleine. C'est le nombre de rames données dans une capacité par période. Voilà, et à partir d'une vitesse donnée. Et à ce sujet-là, on leur a demandé d'activer leur modélisation donc telle que nécessaire, pour en savoir un petit peu plus sur ces impacts. Alors le dernier relevé acoustique remonte à 2013, c'est-à-dire au moment de l'enquête publique. Demande de mesures nécessaires, donc on demande donc les mesures nécessaires de façon à prendre en compte, à refaire ces mesures, à prendre en compte les mesures moyennées, mais aussi et surtout le bruit maximum à son pic.
Voilà, j'ai entendu dire que certains riverains étaient sur des bases de 77 dB, contre 65 autorisés. Alors, pour Bailly, on a donc demandé, très officiellement, d'avoir des points adaptés pour effectuer les meilleures mesures. Alors, vous devez avoir une carte, et je vais laisser la parole à Denis Petit-Mangin. Nous avons obtenu pour Bailly 5 points de mesure. Donc, voilà. Donc, les points de mesure qui ont été décidés, il n'y a pas longtemps, il y a 10 jours à peu près, ces points de mesure correspondent à peu près à ceux qui ont été faits en 2013. C'est-à-dire qu'une des idées, c'est de revérifier les calculs qu'ils ont fait en 2013 par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, nous avons défini sur la zone de Bailly, et la même chose jusqu'à, enfin, c'est Noisy qui l'a fait bien sûr, sur la zone de Noisy, des endroits où on va faire des essais de mesure de son, d'une part sur l'impasse des Marronniers, qui est juste devant le train, lorsque le train va passer au-dessus de la 307, sur l'impasse de la Halte, c'est-à-dire la partie d'Harmonie Ouest qui est sur l'impasse de la Halte, mais donc qui est un petit peu embiée par rapport à la gare. Ici, sur le bord de la gare, on a aussi donc un point de mesure pour la maison qui va rester. On a sur le pointeau rouge, là, donc c'est la maison donc, la plus proche du chemin de fer, c'est donc celle de M. Dos Santos, qui est donc à côté du passage à niveau et très proche du chemin de fer. Et la dernière mesure pour nous, c'est donc sur la rue des Saules, avec, on a 2 maisons qui sont tout à fait similaires, et donc on a proposé que ce soit celle de M. Guyot qui supporte les mesures de bruit pendant une journée. Les dates pour que ça se fasse, ça va commencer donc le 21 juin, 21-22, ensuite c'est une équipe qui vient de Grenoble, c'est pour ça qu'il y a 27 points de mesure sur le trajet, et donc on va avoir des mesures qui vont se faire le 21-22 juin, 27 jusqu'au 1er avril. 1er juillet. 1er juillet, bien sûr, avril. Et enfin, le 4 et le 5 juillet. Voilà. Et donc, nous ne connaissons pas encore quel jour ils vont venir travailler chez nous. Aussitôt qu'on le sait, bien sûr, on a prévenu les personnes qui pourraient être concernées par ces mesures, et donc ils sont d'accord. Et aussitôt qu'on le sait, on prévient bien sûr quel jour ça va avoir lieu. L'idée, c'est bien clair, c'est nous serons en exploitation à partir de ce moment. À partir du 15 juin, ils passent en exploitation zone hiver, c'est-à-dire avec le maximum de trains toutes les 10 minutes pendant les périodes fortes, pleines, et après ça passe à 2 trains par heure pendant les périodes creuses. Cette mesure, nous allons vérifier qu'elle a bien lieu avec les bonnes vitesses. Pourquoi? Parce que la majeure partie du bruit est causée par la vitesse. Ce qu'on a appris il n'y a pas longtemps, c'est que le train, quand il arrive de Saint-Cyr et qui va vers Bailly, il passe à peu près la 307 à 70 km/h et il arrive en roue libre jusqu'à la gare. Par contre, dans l'autre sens, il va essayer de remonter sa vitesse le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'il fait un bruit assez fort, et donc on va mesurer, et qui touche Harmonie Ouest en particulier, qui est juste devant, le train passe devant ses fenêtres. La même chose entre Bailly et la gare de Noisy, le train arrive aussi, malgré ce qu'il nous avait dit à l'époque, à 70 km/h, c'est-à-dire il accélère, et ensuite il se met en roue libre pour aller sur la gare suivante. Donc nous allons bien vérifier dans quelles conditions il mesure le bruit, parce que c'est là où est tout le sujet. Il ne faudrait pas que les trains passent à 30 km/h pendant les mesures et puis après repassent à 70. Donc c'est un sujet qu'on va suivre de très près. Et j'espère, je suis à peu près, vous avez tous entendu ces trains-là. Quand ils sont en roue libre, là, il n'y a pas beaucoup de bruit. Par contre, quand ils sont en accélération ou à pleine vitesse, là ça fait vraiment du bruit et c'est ce que nous devons essayer de calmer. Par rapport à l'exploitant, Keolis, pour faire en sorte que sur les zones urbaines, telles que les nôtres, la vitesse soit limitée à 30 km/h. Cette vitesse limitée, elle devrait permettre donc de ne pas avoir trop de bruit et surtout de ne pas perdre trop de temps. Pourquoi? Parce que tout l'équilibre du projet repose sur les temps de trajet et donc il faut il faut essayer de trouver la meilleure solution pour avoir le meilleur train possible, le plus rempli possible. Aujourd'hui, on est à 21 000
une projection de 21 000 transports par jour, ce qui est quand même pas mal, à condition de respecter un certain temps de trafic entre Saint-Cyr et Saint-Germain. Et ce trajet, ils ont estimé, donc ils sont aujourd'hui à 32 minutes. Tout ce qu'ils nous ont déjà dit, que s'il y avait un petit peu de marge, et donc nous allons essayer de faire en sorte que cette marge, on en profite chez nous pour que le train ne dépasse pas 30 km/h sur notre zone urbaine, donc entre Bailly et puis la sortie là-haut sur le tunnel. Voilà. Merci Denis. J'ai reçu, donc on s'est efforcé aujourd'hui d'avertir, nous les cinq familles qui vont effectuer ces mesures. Donc on les a tous joints. On a donné aussitôt donc leur adresse, leurs coordonnées, donc à Île-de-France Mobilité. Je veux dire que ces mesures vont s'effectuer sur 24 heures consécutives, en façade d'habitation riverain, du T13, et sur la période jour, 6h, 22h, et sur la période nuit, 22h, 6h. Il faut savoir qu'il y a 7 communes concernées dans le cadre de ces mesures, Saint-Cyr, Versailles, Bailly, Noisy, l'Étang-la-Ville, Mareuil-Marly et Saint-Germain-en-Laye. Donc on a réagi au plus vite pour que ces tests, ces mesures puissent se faire, je dirais, avant la commercialisation effective. Voilà, sachez qu'on y a mis vraiment toute notre énergie aujourd'hui pour activer les choses. Voilà, quoi vous dire d'autre sur ce sujet-là? C'est la société d'Acoust, ACOU-STB, Acoust, sont habilités à mettre en place des appareils de mesure, à prendre des photographies et à effectuer des investigations de terrain. Voilà. Et puis avec les trois, il y a la semaine 25, la semaine 26 et la semaine 27. Voilà, sur ce point. Et puis, donc, sur Noisy, l'action a dû... pas détaillé où étaient les points, ce sont des points de mesure qui ont été définis par M. le maire en particulier, Marc Laurel, et avec son équipe, pour définir les points où ils avaient vu donc, beaucoup de récriminations de la part des habitants. Et donc, ils ont sélectionné un certain nombre de points comme ça, donc je ne les connais pas directement, je ne peux pas trop en parler. Il n'y a que la garderie que je connais un peu, mais les autres, je ne connais pas bien. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a fait une seconde demande, c'est d'identifier les incidences de la réduction de vitesse entre nos deux communes. Donc, comme tu l'as rappelé, actuellement, celle-ci est de 70 km/h maximum pour le tram entre Bailly et Noisy. Et effectivement, il est à 100 sur la plaine, entre Saint-Cyr et Bailly. Voilà. Donc, ils vont relancer leur modèle, réduction de la vitesse, modification, ce que ça génère en termes de modification d'horaire et de rames correspondantes pour bien identifier la capacité et de fait la fréquentation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a demandé. Alors, pour nous, on a un autre combat engagé depuis notre arrivée, c'est la sécurité. Vous savez que là, au cours le passage à niveau appelé PN3 sur la route du Plan de Lettres, eh bien, elle est empruntée par plus d'une centaine de jeunes enfants empruntant chaque jour ce passage à niveau. Alors, comment la SNCF a pu se contenter de 2 demi-barrières par lesquelles on peut slalomer entre elles? On a assisté à cela, tant des jeunes, tant des seniors, jusqu'au jour où les barrières n'ont pas pu se lever et une voiture a voulu faire ce genre d'exercice. Donc on a demandé un audit, une équipe est arrivée et ils ont enfin considéré notre passage à niveau comme dangereux. Donc c'est déjà quelque chose. Donc nous faisons feu de tout bois pour que cette nouvelle infrastructure, cette fois-ci de 4 demi-barrières, puisse être installée dans les meilleurs délais.
Donc on fait feu de tout bois, c'est-à-dire qu'on a bien sûr averti la région, et Valérie Pécresse elle-même. Le Sénat, Gérard Larcher, nous aide aussi pour être en relation avec le directeur de la SNCF de la région parisienne. Voilà, si vous voulez, on fait là aussi, pour nous, c'est quelque chose de très important. La vitesse et le bruit l'est, mais cela aussi l'est énormément. Je ne sais pas, il y avait aussi le cas du PN2. Le PN2, c'est au niveau du rond-point des Cueillettes, où là, le chemin était insuffisamment large pour que les engins agricoles puissent passer. Pour l'instant, on n'a pas de réponse au moment où la réponse de la SNCF, c'est qu'ils n'ont pas encore nommé l'entreprise qui va faire les travaux. Ils sont d'accord pour les faire, sauf qu'ils n'ont pas encore fait. Bon, c'est juste déplacer une glissière de sécurité. Ce n'est pas un gros travail. Voilà. Ensuite, donc, on vous propose, donc, nous tiendrons avec Île-de-France Mobilité et leurs experts donc une réunion le 21 juin à 19h en salle des anciennes écuries de Noisy, avec pour bailli, je dirais, une vingtaine de riverains qui nous ont écrit, avec effectivement les associations écologiques, qui sont l'APEBN de Patrick Menon, Bailly et Noisy en transition, de Cécile Ruèche, et puis il y aura bien entendu AC2NB au cours de cette réunion. Il y a également les présidents de résidence qui sont invités. Voilà. Et je tiens aussi, j'ai eu Claude Jamati ce matin, qui sera également présent à cette réunion, puisqu'il a beaucoup œuvré sur la mandature précédente sur ce sujet. Voilà. Alors, je vais vous lire les conclusions d'un éditorial qui paraîtra dans le prochain Bailly Info et que je mettrai prochainement sur Facebook. Et je reviens sur cette notion, un mode de transport écologique, confortable et sécurisé. Avec plus de 18 km de rails, une douzaine de stations desservies et de nombreuses correspondances, le tram 13 va donc permettre aux Bayacois de se rendre à Saint-Cyr, Versailles et Saint-Quentin, ou encore rejoindre le centre de Paris à partir de Saint-Germain-en-Laye, soit une alternative à la voiture plus confortable et plus sécurisée. Conformément aux priorités inscrites au plan climat sur lequel nous travaillons avec nos associations et avec notre adjointe Caroline Bouy, je veux dire que nous travaillons donc sur ce plan climat avec nos associations. Or, le tram dispose d'un bilan énergétique des plus favorables. Donc, si ce type de transport répond à une demande collective, celui-ci a néanmoins des impacts à l'échelle locale en raison du bruit ferroviaire, et là, votre présence le démontre. Cette nuisance, pour nous, reste un marqueur de la qualité de vie. C'est pourquoi il nous faudra poursuivre le dialogue constructif entretenu avec nos interlocuteurs et l'exploitant pour concilier la performance environnementale plus économe en carbone et un environnement sonore acceptable par nos riverains les plus exposés. Ce nécessaire équilibre prendra du temps, mais nous ne lâcherons pas nos efforts. Et je dois dire que là, avec Marc Tourelle, nous avons accéléré nos requêtes et nos demandes, et ce travail que nous faisons depuis 48 heures le démontre. Voilà notre état d'esprit, un état d'esprit constructif dans l'action, mais avec persévérance. Voilà ce que je voulais souligner et vous dire. Mais nous sommes à la manœuvre. On aura donc la joie d'échanger le 21 juin prochain. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau des élus, puisque vous avez des questions? Oui, je t'en prie, Alexandre. Oui, Jacques. En fait, si j'ai bien compris, parce que je ne connaissais pas le sujet
spécialement avant, au moment de l'établissement du cahier des charges, mais si j'ai bien compris avec votre présentation, vous avez expliqué que ce tram devait traverser Noisy-Bailly au rythme de 30 km/h et qu'aujourd'hui, il y a des passages à 70 km/h, c'est bien cela ? Et donc, comment se fait-il qu'on en soit rendu là, quand à la base, à l'établissement de ce projet, on soit à 30 km/h ? Comment ça se fait qu'on soit rendu à connaître ce problème-là ? Et en fait, je m'interroge, parce que quand je l'entends, je me demande si c'est pas plutôt un train, parce qu'il a un klaxon de train et pas de tram. Et, vous avez tout à fait raison. Hein. Et j'ai aussi observé, en attendant au niveau des passages de barrières, un bruit lors des ouvertures et des fermetures des barrières, un bruit quand même significatif. De la sonnette. Hein. De la sonnette, oui. Bon, donc les réponses que nous avons entendues sont les suivantes. Ce tram est un tram-train, c'est-à-dire qu'il a une zone où il travaille en tram, c'était à Saint-Germain. Une fois qu'il arrive sur la partie forêt de Saint-Germain, il passe en tram et il va jusqu'à Saint-Germain. Là, il est alimenté en 500 volts, donc par un rail. Et par contre, donc c'est ce qu'on appelle un tram. De l'autre côté, sur la partie Saint-Germain-Saint-Cyr, c'est un train, c'est le réseau ferré national, et il roule donc jusqu'à 100 km/h. L'autre, le tram tout court, c'est le même train, sauf qu'il ne répond pas aux mêmes critères. Il roule à 70 dans la forêt de Saint-Germain, et en ville à 30, pareil, 25 ou 30, ça dépend des endroits. Par contre, sur notre secteur, c'est un train pur, c'est pas un tram. Et vous avez raison pour le klaxon. Le klaxon, c'est quelque chose qu'on entend toujours sur l'endroit où il y a des triages ou ce genre de machines qui passent. Chez nous, là, c'est un klaxon de train ferroviaire. Et ce qui est dit, c'est que ce klaxon ne doit servir qu'en cas d'urgence. C'est-à-dire s'il y a des jeunes qui arrivent devant, c'est vraiment quelque chose dont ils ne doivent pas servir pendant la période d'essai. Il y a eu des choses qui se sont passées. On a entendu pas mal ce klaxon. Normalement, pendant la période d'exploitation, il ne devrait pas y avoir de coup de klaxon de ce type, parce que la voie est protégée et que le conducteur n'a pas à s'en servir. Donc c'est vrai que là, ça a été intensif au cours de ces essais à Blanc, mais à compter du 15 juin, ils vont être considérés en exploitation. Ils nous ont promis qu'ils n'utiliseraient ce klaxon qu'en cas, effectivement, de danger. Voilà. Alors, il y a un deuxième point, c'est effectivement, il y a la sonnerie, donc à côté des barrières, et là, on a moyen, effectivement, d'en baisser l'intensité, sur décision du maire. Et c'est vrai qu'on va s'y pencher. Mais j'aurais préféré, effectivement, avoir nos 4 demi-barrières, parce que c'est lié quand même à cette notion de sécurité. Mais on va regarder cela. Oui, donc Jacques, je rejoins ce que vient de dire Alexandre, parce qu'une question se pose, comment effectivement, j'allais dire à la mise en marche de ce tram-train, nous apercevons effectivement que nous sommes sur des vitesses quand même qui sont conséquentes, et effectivement la vitesse de 30 à l'heure est un petit peu occultée. Donc la question que j'avais à poser est de savoir quelle est la réglementation effectivement en termes de vitesse en agglomération. Donc je pense que c'est la différence entre le tram et le train, entre guillemets, absolument. Si on prend ça. Je crois qu'il y a eu une confusion. On s'attendait à avoir un tram et en fin de compte, on est bien sur process ferroviaire. Ça, c'est indiscutable. Et nous, ce qu'on demande, c'est que par rapport à une zone urbaine qui commence sur Harmonie Ouest, le début d'Harmonie Ouest, jusqu'au bout de Noisy, on traverse une zone urbaine et là, il faut être en vitesse limitée. Et c'est ce qu'on va revendiquer. Voilà. Mais c'est vrai que le délai est un petit peu court, parce que là, il reste quand même... Écoutez, c'est une réaction par rapport à ces essais qui ont eu lieu. Voilà, moi... Alors moi je reviens effectivement sur la sonnette, pas le klaxon mais la sonnette. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir... on va regarder, on va en tout cas baisser l'intensité, on va regarder. Parce qu'effectivement c'est de ton ressort entre guillemets, c'est-à-dire que toi tu peux décider de la supprimer. Absolument, moi mon objectif c'est allier effectivement
le désagrément pour nos riverains, bien sûr, et puis quand même de faire attention à la sécurité. Donc il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu malgré tout. Parce que c'est effectivement une nuisance, nuisance importante. Oui, tout à fait, mais on va y aller, on va se déplacer, on ira chez M. Dos Santos notamment, et chez M. Guyot, chez Stéphane Gauthier, bien sûr. Bien sûr. J'ai juste une petite question. À vous entendre, on vient juste de se rendre compte que ce tram est en fait un train quand il traverse Bailly et Noisy. Je suis quand même assez étonnée. C'est un projet où il y a eu énormément de rencontres, d'échanges, et qu'on se rende compte un mois avant la mise en service, enfin un mois avant la commercialisation des lignes, que finalement c'est plus un tram qu'on a, mais c'est un train. Je suis quand même assez étonnée. Ben oui, mais voilà. Alors, je reviens aussi sur les mesures de bruit. C'est vrai qu'on a parlé effectivement d'une étude qui a été menée en 2013. Le paysage urbain a certainement évolué entre 2013 et aujourd'hui. Une question, tu as parlé d'un organisme qui se situe à Grenoble, qui est habilité effectivement C'est l'organisme ACOUSTB qui fait les mesures pour la SNCF et qui est venu faire celle... Voilà, c'est en lien avec la SNCF. Ah oui, c'est la SNCF qui... SNCF et qui intervient à chaque fois qu'il y a ce type de projet. Donc ils ont déjà fait les mesures de 2013, ils vont faire ces mesures maintenant et nous espérons donc pouvoir, à partir de ces mesures, parce que je ne pense pas qu'on puisse mettre en doute le bruit que fait le train aujourd'hui en roulant à 70 km/h. Et donc à partir du moment où on l'aura vérifié et qu'on saura exactement quel bruit fait le train en passant, nous pourrons avoir les bons arguments vis-à-vis de la SNCF pour essayer de limiter la vitesse à 30 km/h. Et j'ai une dernière petite remarque. Oui. Au niveau, j'ai bien compris le sujet important de la sécurité et donc des cas de barrière. Je voudrais juste comprendre en quoi la sonnerie des barrières, j'entends, a une fonction de sécurité vis-à-vis des enfants, parce qu'un enfant qui sonnerie ou pas sonnerie, s'il a envie de passer, il passera. La barrière, oui, la sonnerie, je ne suis pas sûre que ça a un impact vraiment sur la traversée des enfants. Par contre, visiblement, quand on habite à côté, ce qui n'est pas mon cas, mais je plains les riverains qui sont à côté, entendre cette barrière qui s'ouvre et qui se ferme toutes les 5 minutes, toute la journée, là, par contre, il y a une sacrée nuisance pour les riverains. Oui, c'est un vrai sujet. Ce qu'on sait, c'est que ça dépend d'un arrêté du maire qui peut modifier le bruit. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est assez facile de limiter la fréquence. Il suffit de retirer un résonateur à l'intérieur, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte que le bruit ne soit pas aussi aigu que ça, parce qu'il va très loin. Et l'autre solution, c'est ce qu'on a engagé, c'est donc de rechercher ailleurs en France s'il y a des exemples où on peut supprimer purement et simplement la sonnette. Parce que, comme vous l'avez dit, Marly-le-Roi a 4 barrières. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Non, mais Françoise, on va bien entendu... C'est un sujet qu'on étudie. On va bien entendu regarder, mais on ne pouvait pas le faire, je dirais, préalable aux essais à blanc. Oui, j'entends bien. Et je voudrais voir ce que ça donne aussi en termes d'exploitation là, au 15 juin. Mais et techniquement parlant, je ne suis pas ingénieur, j'en sais fiche trop rien, mais en ce qui concerne la partie, ce tram-train est en tram à Saint-Germain et est en train sur tout le reste de la ligne. On vient de s'en rendre compte. Déjà, rien que ça m'étonne. Mais bon, soit. Non, simplement. Et est-ce qu'il est possible, ou est-ce que c'est techniquement parlant, il y a eu des adaptations à faire, de le faire passer en tram à Bailly-Noisy, où ça demande des éléments complémentaires aussi, où ça serait possible? Je pense que c'est tout le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le projet repose sur Denis. une certaine durée du trajet. Denis, ton micro. Tout le projet mené par IDF Mobilité repose sur une certaine durée du trajet pour être comparable et mieux que la voiture entre Saint-Cyr et Saint-Germain et ainsi de suite. Donc c'est à partir de là qu'ils raisonnent, et ils ont fait cette enquête publique en 2013, et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont été décidées, c'est-à-dire de passer en tram sur la partie Saint-Germain et en train sur la partie jusqu'à Saint-Cyr. Enfin, tout ça, c'est pour respecter la durée de 30 minutes. Il faut aller vite quand même. Voilà. Sur Saint-Germain, c'est seulement 3 km. 3 km. Mais je pense que 3 km dans Bailly, ça suffirait déjà pas mal. Bien sûr, mais bon.
il y a Noisy, et évidemment, la crainte de la SNCF, toutes les communes vont tâcher de réagir de la même façon. Oui, je t'en prie. Je voudrais juste apporter un témoignage de citadine pure et dure. Je ne reviens pas sur le fait que c'est très gênant pour les gens qui habitent autour, le fait que ça sonne, mais j'ai été arrêtée par le passage à niveau, et il y avait un jeune en vélo juste devant moi. Et je pense que le côté sonnerie augmente un peu l'état d'urgence interne du piéton qui veut éventuellement resquiller. Et je l'ai réellement vu, le jeune se poser la question, j'y vais pas d'un coup de pédale musclé, parce qu'il a été en capacité de le faire. Et ça, je pense que ça peut être dissuasif malgré tout. Voilà. Tu vois, Françoise, on a maintenant une caméra nouvelle génération, donc ce qui nous permet, non pas de parler de sécurité physique, mais de sécurité routière. Et quand on voit comment les gens, enfants, y compris des personnes plus âgées, traversent en diagonale la voie, c'est quand même bien ennuyeux, et je me fais du souci sur ce plan-là aussi. Donc, voilà. Voilà. Oui, Patrick. Oui, je voulais savoir, est-ce que la SNCF a été réceptif à la demande de ne plus avoir de demi-barrières, mais en fait 4 demi-barrières au lieu de 2 demi-barrières? Oui, enfin, donc la SNCF, nous avions demandé donc une étude sur ce sujet-là. Donc il y a eu un diagnostic, une équipe de diagnostic qui est venue ici, qui a étudié donc le passage piéton, le passage des piétons en particulier. Et leur conclusion est la suivante, c'est-à-dire que pour avoir un SAL 4, donc à 4 demi-barrières, il faut au moins un critère. Et les critères, c'est présence d'une école à côté, présence de la gare qui est juste à côté. Et rien qu'un seul critère aurait dû pousser la SNCF à passer en salle 4. Le souci, c'est que maintenant, ils reconnaissent qu'effectivement, on devrait être en salle 4, mais ils demandent un certain temps pour équiper ça. Et nous essayons de faire le maximum pour réduire ce délai. Bon, leurs arguments, c'est de dire, oui, mais on est sur les Jeux Olympiques 2024, sur la gare dans Seine-Saint-Denis, ce genre de choses. Notre réponse à nous, c'est de dire, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est le plus vite possible avoir cette prise en compte technique. Vu de ma place, c'est pas très difficile à faire, mais à la SNCF, c'est compliqué. Et donc, j'espère qu'on va y arriver rapidement. Et normalement, les gens qui sont en face de nous sont réceptifs pour ça. Donc ça, ils l'ont reconnu. Donc mais en fin de compte, c'est une nouvelle infrastructure. Mine de rien, 4 demi-barrières se lèvent moins vite que 2 demi. Donc ça a aussi un impact. C'est plus lourd. Voilà. Enfin, vous voyez, il y a des... Il y en a une qui se baisse et puis l'autre qui se baisse après. Et quand elle se roule, il y en a une qui s'ouvre et puis la deuxième s'ouvre un peu plus lentement. Voilà. Mais si jamais ça peut faire quasi supprimer la sonnerie, s'il y a 4 barrières, il y aura plus se poser la question. Et j'ai une autre question en ce qui concerne l'étude de bruit. C'est très bien, elle est faite par France Mobilité, mais on sait bien que quand c'est le propre constructeur qui fait son étude, il lui fait dire un peu ce qu'il veut. Étant donné qu'on a déjà fait un audit, j'ai entendu tout à l'heure sur je ne sais plus quel sujet, mais lié au train, il ne serait pas possible d'envisager une étude par un prestataire extérieur sur le bruit ? Parce que je ne suis pas sûre que la SNCF soit la mieux placée pour faire une étude sur ses propres infrastructures. Non, mais ils le font quand même d'une façon exhaustive. Mais il est bien entendu, moi je connais des Bayacois et des Noiséens qui ont fait leurs propres mesures. Et effectivement, des gens qui se trouvent pas à Lorraine-Marly, mais à la suivante, la Gaillarderie, paraît-il, qui sont à 77 dB. Voilà. Donc on a quand même... Je veux dire que là, on pourra... Le problème, c'est sur la nature même des mesures, puisque jusqu'à présent, c'était des mesures moyennées, Françoise. C'était des mesures moyennées. Donc ça les ajuste forcément à la baisse. Alors que là, si on prend en considération le pic le plus haut, on va peut-être avoir une certaine réalité des choses et nous permettant effectivement d'agir derrière. Voilà ce que je pouvais préciser. Oui. Simplement dans la continuité, Jacques, excuse-moi Alexandre,
De toute façon, cette étude de bruit avec ses impacts, bien sûr, nous aurons les résultats. Et à partir de là, il y a des normes. Donc on est dans une zone urbaine et il y a des normes qui existent. Donc il faut les respecter. Bien sûr, Denis peut te rappeler les... Oui, donc les normes, hein, c'est 63 dB entre 6h et 22h et 58 dB entre 22h. Mais ce sont des normes de moyenne. C'est là où il y a la difficulté. C'est-à-dire que si... C'est la même chose pour les autoroutes, c'est la même chose pour plein d'endroits. Ce sont des normes moyennes, enfin des règles qui doivent être imposées et respectées en moyenne. Le souci, c'est qu'avec un train, il fonctionne que toutes les 10 minutes. Donc il n'y a que toutes les 10 minutes où vous avez un pic et la moyenne, elle peut être inférieure. Ça, le fait de considérer juste la moyenne ne correspond pas au ressenti des personnes qui écoutent. Et c'est là où nous devons nous battre, c'était pour faire en sorte que le pic qu'ils vont nous donner, puisqu'ils doivent le mesurer, on en tienne compte dans les mesures qui seront à prendre, s'il y a des mesures à prendre. Voilà. En dehors de la vitesse, bien sûr. Voilà. Et juste, la mairie ne pourrait pas commander une étude par bruit parif, une contre-expertise? Non, je l'ai pas. On va déjà attendre de voir si leurs propres mesures ne sont pas déjà au-dessus des seuils. Voilà. Et si elles nous semblent un peu bidons, on réagira en fonction. Quoi. Sans compter qu'on aura des repères. Voilà. Donc, je crois que sur ce sujet-là, on vous a tout dit. On s'efforce effectivement de réagir et d'être, bien entendu, transparent avec vous. C'est la moindre des choses. Et on a bien conscience, effectivement, du niveau de nuisance dont les riverains sont victimes. Voilà. Alors, puisque il y a des Bayacois, mais il y a aussi des Noiséens, je finirai sur ce chapitre-là par deux bonnes nouvelles. On a eu, avec le retour des beaux jours, avec une période maintenant, enfin, post-Covid, je l'espère, on croise les doigts, on a eu 2 beaux événements. On a eu notre brocante, qui est un rendez-vous incontournable, attendu par de nombreuses familles, tant bayacoises et noiséennes. Et ça a été effectivement très bien organisé par les services des 2 communes, par les élus, par le BAC. Donc un grand merci à cette équipe. Tout comme je remercierai aussi, il y avait un semi-marathon auparavant, on l'appelle maintenant les trails de la plaine. Donc ça s'est déroulé le 15 mai dernier avec 400 participants engagés sur les courses proposées. Ça a été un très beau moment. Je tiens à remercier 2 Noiséens, Jean-Michel Raguenès et Dominique Jalon, plus l'équipe du Sibano, de Stéphane Moreau, de Mathieu Belkébir, que j'ai encore oublié. Voilà, au plaisir. Et on compte sur vous le 21. Voilà. Merci à vous. Voilà, et j'ai cité Jacques Nicolas, l'équipe du Sibano, et Stéphane Moreau. Voilà ce qu'on a pu vous dire là sur ce sujet. Allez, au revoir à tous. Les décisions. Donc, avant de passer à notre ordre du jour et aux délibérations correspondantes, donc au niveau des décisions, donc on a fait une demande de subvention pour obtenir donc on a fait une demande d'aide à la dotation du soutien à l'investisseur local, donc dans le cadre effectivement de la halle du marché. Pour l'instant, on recherche des subventions, c'est prévisionnel.
je dirais, à plusieurs niveaux. Il y a effectivement ce dispositif-là, mais il y a également le dispositif CAR pour la région et celui dispositif proximité pour le département. Voilà, comme ça on aura une estimation pour mieux estimer effectivement. Donc, notre reste à charge, c'est le chiffre qui est important. Donc on a fait cette demande de subvention. Ensuite, contrat avec la société SEP pour l'entretien des hydrants. C'est un contrat d'entretien annuel pour les terminaux de verbalisation. Puis on a un contrat avec la société BSM pour l'entretien du système de protection contre la foudre de l'église. Et enfin, une signature d'un contrat de location avec la société ICM CREC pour la location de 2 terminaux pour la police municipale. Donc voilà les décisions que nous avons passées récemment, enfin depuis le dernier conseil. Voilà, donc on passe à notre premier sujet de l'ordre du jour, qui a trait effectivement à la modification ou à l'évolution du règlement intérieur du conseil municipal. Et je vais laisser la parole à Bertrand Ménigaud. Merci, monsieur le maire. Donc, on va reprendre les épisodes précédents. Dans les 6 mois qui suivent les élections, le conseil municipal doit se doter d'un règlement intérieur. Nous avons donc adopté, par délibération du 6 décembre 2020, un premier règlement intérieur. La rédaction de ce règlement intérieur avait donné lieu à des réunions de préparation, notamment avec Stéphanie Bancal, qui nous avait, à l'époque, transmis une demande avec 19 amendements. C'est ça, 19. Et nous en avions déjà repris une petite dizaine, je dirais. Et le Conseil avait adopté, donc, en décembre 2020, un premier règlement intérieur, conformément aux dispositions, c'est-à-dire on était dans les délais réglementaires. La question de ce règlement intérieur a été à nouveau soulevée, d'une part parce qu'il y a eu effectivement quelques nouveautés depuis, non pas de texte, mais d'interprétation. Et nous avons donc évoqué ça à un précédent conseil. Nous avons eu une réunion de travail à laquelle participaient Stéphanie, Alexandre et Claude Maquis. Et nous avons rebalayé le texte qui avait été proposé en 2020 et nous avons revu un certain nombre de choses. Donc nous sommes rencontrés le 23 mars. Nous avons pris en compte un certain nombre de choses, mais pas tout. Donc on avait adressé aux participants à cette réunion le 11 avril une proposition de réécriture en tenant compte d'un certain nombre de choses pour les différents groupes et les différentes expressions. Et c'est sur ce texte, nous n'avons pas eu de retour à la suite de cet envoi. Donc c'est ce texte qui avait été transmis aux 3 groupes, puisqu'on y était aussi, qui est présenté ce soir. Alors, quelles modifications essentiellement ? Premièrement, vous l'avez sur le rapport de présentation, premièrement, effectivement, on a considéré qu'il était plus simple et plus judicieux de consacrer une page complète à l'expression dans le journal. C'est-à-dire que nous avions, je crois, plafonné à 1200 signes et nous sommes passés à 1900. Même si, entre-temps, on avait des articles qui étaient déjà à 1400, 1500 qui n'avaient jamais été coupés. Mais là, désormais, il y a 3 colonnes et chaque groupe peut aller jusqu'à 1900 signes, sauf si le groupe souhaite intégrer, on a ouvert cette possibilité qui était effectivement dans les demandes, intégrer une photographie. Effectivement, ça réduit d'autant le nombre de signes. Mais c'était une demande des différents groupes, donc c'est désormais tout à fait possible. On a également retiré tout ce qui était lié, je dirais,
je ne sais pas si c'était à la charte graphique, c'est-à-dire les différents types de caractères, les soulignés, les gras, les autres. Tout ça, on a laissé tomber tout ça. C'est autorisé maintenant. Pardon ? C'est autorisé. Oui, c'est désormais. Voilà, toutes les dispositions qui étaient assez strictes en termes de caractère ont été abandonnées. Il y a également quelque chose qui est dans ce qui est écrit. Il y avait un certain nombre de demandes et certaines ont été adoptées, comme par exemple l'histoire du bilan de mi-mandat. Le bilan de mi-mandat, il se fait dans certaines communes. A priori, ici, c'était de coutume, et nous allons sans doute continuer à le faire. On aura dans le bilan de mi-mandat une tribune libre qui sera éditée pour chacun des deux groupes, et elle sera de 1000 caractères. Voilà. C'est quelque chose qui avait été demandé, donc nous avons adopté. Je propose qu'on fasse les commentaires après et que je déroule tout la lettre du maire. Il y a eu jusqu'à présent 2 lettres du maire dans un contexte particulier qui est le Covid, et le fait qu'on ne pouvant pas faire de vœux, organiser de vœux comme traditionnellement, le maire a souhaité adresser ses vœux. Effectivement, on pouvait considérer qu'il y avait des aspects qui pouvaient être politiques dans la communication de ces vœux. Donc, on a considéré que dans la lettre du maire, on a appliqué un prorata par rapport au journal municipal, et effectivement, il y aura une mention de 300 signes. Je sais que c'était considéré comme insuffisant, mais de 300 signes et non pas de 300 lignes, comme le compte-rendu le mentionnait. Autre chose qui est cette fois de l'ordre de la communication dématérialisée, et là sur laquelle rien n'avait été mis en place, puisque effectivement nous manquons de jurisprudence et peu de communes s'y étaient lancées. Donc là, ce que nous avons décidé de faire, on a effectivement fait on a regardé un petit peu ce qui se faisait. En fait, nous allons inclure dans le site de la ville un espace où figureront les tribunes libres du journal, et donc il y aura un onglet avec la communication, et on reprendra les textes figurant dans le journal municipal, donc qui figureront non pas uniquement dans le PDF du journal, mais également alors je ne sais pas exactement comment sera l'arborescence, mais il y aura une tribune libre avec l'ensemble des textes qui seront mis au journal, mais qui seront effectivement beaucoup plus accessibles et visibles. Voilà essentiellement les points qui ont été rajoutés. Donc nous, effectivement, n'ayant pas eu de retour à cette proposition, c'est donc celle que nous proposons d'examiner ce soir et de voter. Donc je vous propose de me poser des questions qui vous sembleraient judicieuses. Merci. Si vous avez des questions sur cette évolution, je veux dire que ce document était perfectible. On l'a en 2020, effectivement, sur les requêtes qui avaient été faites, on en avait fait effectivement pratiquement les 2/3. Là, on a toujours dit qu'il y avait moyen d'évoluer. C'est ce qu'on fait. On a regardé beaucoup les règlements d'autres communes, plutôt au sein de Versailles Grand Parc, et on vous propose effectivement cette évolution. Je veux dire, voilà ce que... C'est vrai que quand on avait discuté en 2020, on n'avait pas tout à fait toutes les communes étaient en train de l'adopter, donc on n'avait pas forcément cette base sur laquelle nous fonder. Voilà. Oui, moi, oui, alors je suis assez surpris
d'apprendre qu'on a reçu par mail, parce que j'ai rien reçu, donc j'ai peut-être un raté. Alors, le 11 avril mais 2022. Vu ce que vous dites, c'est ce qui... J'ai pas de doute sur... 18h32. mais en tout cas, je n'ai pas reçu ça par mail, donc en effet, j'ai pas pu répondre. Je t'assure que tu étais bien destiné. Alors, j'ai probablement. là, hein. Bon, hormis ça, je voulais vous remercier quand même pour les efforts et le travail qu'on a pu mener. Malgré tout, c'est vrai que un petit peu, il y a 2 points qui nous chagrinent. C'est surtout la diffusion des comptes rendus de comités à l'ensemble des élus, sur lequel, de mémoire, vous n'avez pas fait évoluer cela, étant donné qu'en plus, ces comptes rendus sont envoyés aux extrades municipaux qui y participent. Donc il nous apparaissait logique, pour avoir une transparence sur les avancées de dossiers, pour comprendre les évolutions des chantiers, de pouvoir avoir ce compte-rendu. Et puis après, un autre petit point, mais beaucoup moins significatif, c'est l'accès aux réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est pour cela que on s'abstiendra sur ce vote. Alors Alexandre, ça sera complété par Bertrand. Maintenant, on est parti sur une commission générale, je dirais, par trimestre. Lors de la dernière, je ne sais plus si tu étais parmi nous, on a représenté tous les slides de la commission éducation et du comité urbanisme. Tu vois, on reproduit à chaque fois, et on vous donne toute l'information, et même les réactions. Donc ça a été présenté par Sabrina, qui est en responsabilité d'urbanisme, et par Ève, qui est en responsabilité de l'éducation. Et je veux dire que systématiquement, on le fera. Je veux dire, donc ça résout effectivement la demande que tu souhaitais faire. Voilà. Je ne sais pas si Bertrand, tu peux rajouter ça. Oui, pour ce qui est de Facebook, il y avait aussi la question qui avait été évoquée de la newsletter. On sera extrêmement vigilant pour n'y intégrer que des éléments d'information. Alors évidemment, on peut dire tout est politique, mais quand il y a des manifestations sur la ville, c'est vraiment sur la newsletter ou sur le Facebook que ça paraît. Mais en aucun cas, on va être extrêmement vigilant pour que ça ne soit pas des communications à caractère politique. Voilà. Très bien, je constate que j'ai omis d'apporter quelques précisions sur des modifications qu'on a apportées pendant cette réunion et qui sont d'abord, comme vous le constatez, la dématérialisation des envois des délibérations, et la limitation à 5 minutes, toujours sous réserve de l'autorisation, des présentations lors du Conseil. C'est une possibilité lorsque, effectivement, il s'avère que la police du Conseil soit difficile et que ça soit très long. Et dernièrement, on n'a rien changé, c'était juste de la forme sur les questions orales et amendements qui sont présentées par celui qui les a adressés. Voilà. Écoute, merci. Merci Bertrand. Oui. Moi, je suis Alexandre. Bon, je vous remercie énormément, effectivement, pour les échanges que nous avons eus. La plupart de nos demandes ont été acceptées. Alors, il y a 2 points qui me gênent, moi, personnellement, c'est effectivement les 300 caractères au niveau de la lettre du maire, parce que là, ça nous laisse peu d'espace de parole. Et Bertrand vient d'y faire allusion. C'est le fait, effectivement, d'avoir finalement comme un sablier, c'est-à-dire 5 minutes de parole, et puis être effectivement coupé, entre guillemets. Ça, on l'avait évoqué lors de notre réunion de travail. Moi, je ne suis pas vraiment pour cette limitation à 5 minutes. Même si c'est pour permettre à chacun de s'exprimer. Mais enfin bon, je pense que là, on peut s'autodiscipliner chacun. Oui, voilà. C'est vraiment quelque chose qui, en principe, ne devrait pas être utilisé. Et je reprends le texte exact. Concernant la prise de parole lors des débats ordinaires, le maire pourra
intervenir après 5 minutes de prise de parole pour inviter l'orateur à conclure brièvement. C'est vrai que c'est très soft et pourra. Dans la réalité, je pense que ça sera vraiment des cas extrêmes. Voilà. 2-3 heures du matin, je sais pas. En ce qui concerne la lettre du maire, Bertrand a rappelé le contexte dans lequel je l'ai fait. C'est un bon exercice. Je l'ai regardé aussi sur d'autres communes. L'opposition par rapport à une lettre du maire n'intervient pas. Donc là, exceptionnellement, je veux dire qu'on a admis que vous pouviez apporter donc 300 caractères par liste. Mais généralement, ça ne se fait pas. Je veux dire, voilà. Mais on l'a pris en compte, néanmoins. Voilà. Mais encore merci, effectivement, pour les efforts. Voilà. Écoutez, on va pouvoir passer au vote. On a écouté notre rapporteur, Bertrand. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver donc ces modifications apportées au règlement intérieur. Qui s'abstient? Voilà. Voilà. Qui est pour? Voilà. Et il n'y a personne qui est contre. Voilà. Merci beaucoup. On va passer donc au deuxième sujet. Voilà. Excusez-moi. Qui a trait au remplacement d'un membre de la commission municipale des finances. Éric, nous t'écoutons. Merci. Je rappellerai qu'au mois de septembre 2020, le conseil municipal a mis en place une commission finances qui est composée de 10 membres, dont Monsieur le maire et le président. Cette commission est régie par un règlement intérieur qui prévoit qu'en cas de vacance, c'est-à-dire de départ d'un de ses membres, il faut délibérer pour remplacer ce membre. Autre point précisé par le règlement intérieur, ce remplacement ne peut s'effectuer qu'au sein d'une même liste. Alors les faits, quels sont-ils? Madame Noël Martin a envoyé par courrier son souhait de démissionner de cette commission finances. Madame Guyard-Castanet, issue de la même liste que Noël Martin, a manifesté sa volonté de la remplacer. Donc nous sommes tout à fait en règle par rapport à ce règlement intérieur. Et nous proposons au conseil municipal donc d'approuver le remplacement au sein de cette commission finances de Noël par Françoise. Voilà. Donc, avez-vous des questions à poser sur ce sujet? Écoute, on peut procéder au vote. Qui est pour cette évolution? Je crois que c'est à l'unanimité. Voilà. Mais toutes nos félicitations, Françoise. Bienvenue, surtout, dans la commission finances. Et bienvenue. Voilà, donc cette délibération est adoptée. Ensuite, modification de la délégation permettant à Monsieur le maire d'agir en justice. Voilà, et Éric nous... Alors, un nouveau flashback. Le 10 juillet 2020, le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à agir en justice pour défendre les intérêts de la commune. À cette époque, on lui a donné pouvoir d'ester devant toutes les juridictions judiciaires. Or, il se trouve que certains conflits ne se jugent pas uniquement au niveau d'une juridiction judiciaire, mais au niveau d'une juridiction administrative, ce qui n'avait pas été prévu en juillet 2020. Il vous est demandé aujourd'hui d'élargir les pouvoirs du maire pour pouvoir justement ester non seulement devant les juridictions judiciaires, mais également devant le tribunal administratif. Voilà.
Oui, je t'en prie. Je peux. Alors, si autoriser le maire à nous défendre sous toutes les juridictions, le précisant... Excusez-moi. Si autoriser le maire à nous défendre sous toutes les juridictions, le précisant est normal, sur cette partie-là, ça nous semble tout à fait normal, nous ne sommes pas prêts à le faire à n'importe quel prix. Dans la délibération précédente qui avait été prise, il y avait un plafond, un montant plafonné à 1 000 €. Ne pas remettre de plafond nous semble un peu donner un chèque en blanc au maire, et ça nous pose souci, d'autant plus que lorsqu'on a fait le budget, j'avais relevé que les frais d'avocat étaient en nette augmentation. Donc laisser un chèque en blanc n'est pas quelque chose qui nous convient. Donc de ce fait, sans précision de montant, nous voterons contre. Enfin, moi, je lisais dans la délibération précédente que le maire avait le droit de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Il est évident que, en deçà de ce montant, monsieur le maire risque de ne pas engager grande juridiction. Oui, c'était juste transiger. Hein. Ça reste à 1 000 €. Hein. D'une part, effectivement... C'est pas écrit. Hein, c'est pas écrit. Oui, mais c'est dans le Code général des collectivités. Je ne le vois pas écrit sur la délibération. Voilà. Voilà. Il est clair que dans le cadre de... On a des médiations qui se passent au tribunal administratif aujourd'hui. Hein, on a eu 2 cas. Voilà. Hein, donc c'est... Comment ? Oui, on va l'ajouter si vous voulez. Voilà. Hein, mais bon. Et puis... Sur ta remarque concernant les frais d'avocat, on te l'a bien expliqué. Hein, on a vu, on a vu qu'on avait beaucoup de dossiers en termes d'urbanisme, qu'il fallait être excessivement prudent dans l'intérêt global de notre commune et dans sa meilleure gestion. J'en suis entièrement consciente, mais comme je l'ai aussi déjà dit au dernier conseil municipal, de tout temps, il y a eu énormément de sujets de ce type. On a déjà fait des modifications de PLU, on a déjà eu plein de sujets, et pour autant, on n'a pas multiplié par 5 les frais d'avocat. D'abord, ça n'a pas été multiplié Donc, par 5. Donc, c'est bien pour ça que je répète aussi mes propos. C'est totalement subjectif et erroné. Permets-moi de te le dire. Nous sommes aujourd'hui avec au moins 4 dossiers d'urbanisme qu'il a fallu réactualiser depuis... Dans une démocratie, chacun a le droit d'exprimer son opinion, sans avoir un jugement sur celui de l'autre, aussi tranché que le tien. Oh oui. Oui, Bertrand. Françoise, on parle de contentieux d'urbanisme, mais il y a essentiellement un gros dossier qui traîne depuis des années et qui concerne plutôt les RH. Il y avait déjà un dossier à l'époque. Qui avait ? Pardon ? Pardon, un dossier qui ? On avait aussi un dossier RH à l'époque. Qui avait aussi des frais d'avocat. C'est le même. Oui, pour autant, on n'avait pas les mêmes montants de frais d'avocat. Oui, mais parce que là, la personne est allée à un niveau supérieur. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose que nous n'avons pas géré, puisqu'on est arrivé au bout de la procédure. Mais par contre, le contentieux, on l'a toujours. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très lourd. Voilà. Et ce n'est pas de l'urbanisme. C'est pour ça que j'intervenais. Françoise, je veux rajouter qu'on a le dossier Chaponval, qui est un gros dossier, avec effectivement des recours forts que vous n'avez pas connus. Excusez-moi. Je ne remets pas ça en cause. Là, je fais juste la remarque. Je dis juste que je ne veux pas voter et donner un chèque en blanc. C'est tout. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais du coup, Jacques, vu que Karine suggère de le modifier, là, ce qu'on va voter, c'est il n'y a plus la réserve des 1 000 € puisque ce sera écrit. Donc là, on le vote comme si c'était déjà écrit qu'il y a cette contrainte de 1 000 €. Okay. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de modifier les termes de la délégation donnée à monsieur le maire, qu'énoncé ci-dessus pour représenter la collectivité en justice dans les procédures contentieuses, avec cette remarque que Françoise a faite. Donc, qui est pour ? Voilà. Donc, à l'unanimité, cette délibération est votée. Merci beaucoup. Nous allons passer effectivement aux affaires scolaires avec un dossier. C'est la création d'un conseil municipal jeune. Ève, je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Donc, il vous est proposé de
voter pour la création d'un conseil municipal des jeunes. Ce conseil municipal des jeunes serait à destination des élèves élémentaires de CE2 à CM1. Et avec pour électeurs les élèves de CE1 à CM2. Le vote se ferait à la rentrée scolaire, donc fin septembre. Les élèves de CP ne sauront pas encore lire et ne connaîtront pas nécessairement tous les élèves qui auront postulé, donc qui seront candidats à cette élection. Donc on a préféré les exclure du vote pour leur permettre, en revanche, de voter ultérieurement, 2 ans après, s'ils sont toujours chez nous. Ce conseil municipal des jeunes serait composé de 15 jeunes répartis comme suit, donc 10 de l'école élémentaire, 1 par école privée hors contrat et 2 de l'IEM. Le vote serait uninominal, à un seul tour, et se ferait vraiment sous le concept traditionnel d'un vote pour adultes avec isoloir, etc. Et se ferait dans chaque école. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Je tiens à ajouter qu'effectivement, ça a été présenté en commission éducation, donc en présence effectivement de l'UPEB, en présence de la directrice de circonscription, qui a apprécié effectivement cette initiative. Voilà. Oui, Alexandre. Je suis content de voir ce point à l'ordre du jour, parce que c'est une très bonne chose. Merci pour ce travail, Ève. Dans les points qu'on avait déjà abordés lors du précédent passage en conseil, et il y avait une demande qu'on avait fait remonter, c'était le fait de pouvoir intégrer un Bayakois, mais non issu des écoles de la commune. Je vois que là, ça ne l'est pas, malheureusement. Ça aurait été d'ajouter une place qui aurait été sympathique pour ces jeunes qui aient le droit à avoir voix au chapitre, et par simple candidature spontanée par écrit. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour cela, nous suivons complètement cette dynamique, et pour cela qu'on s'abstiendra du fait qu'il n'y ait pas un jeune hors école de Bailly. Oui, je comprends tout à fait, et sur le principe, je vous rejoins entièrement. C'est vrai que les jeunes Bayakois qui sont scolarisés hors de la commune ne sont pour l'instant pas inclus dans le conseil municipal des jeunes, mais pour des raisons purement logistiques. La candidature spontanée en soi, effectivement, c'est simple, le jeune y vient, il candidate, tout se fait bien, mais il y a également le problème du vote et la gestion du vote par correspondance qui pourrait être compliquée, ou sous n'importe quelle autre forme. La gestion, le suivi du vote. Donc ça nous semblait un peu compliqué pour une mise en marche du conseil municipal des jeunes, mais rien n'empêche par la suite, lorsque le process sera plus rodé, de modifier le règlement intérieur et d'ajouter une place pour ces élèves. Ève, excusez-moi, mais je pense ne pas être le seul à ne pas avoir compris la difficulté du vote, il est Bayakois, qu'il aille à l'école à l'extérieur de la commune ou à l'intérieur, qu'est-ce que ça change ? Ce serait comment le mettre en place, en fait, sous quelle forme au niveau de la municipalité, les faire venir. Voilà, c'était tout le process. Et après, comment faire Comme le vote se fait par école, ce sont les élèves des écoles. Oui, les votes se font dans les écoles. Donc, ce sont les élèves par école qui vont dépouiller sous la surveillance d'adultes. Et pour les votes par correspondance, il y avait tout un process à mettre en place qui, pour une première, en tout cas, nous semblait compliqué. C'était le vote du représentant des élèves, de tous les élèves qui sont scolarisés hors Bailly. C'était ça la complication ? C'était de savoir comment on allait le nommer s'il y avait plusieurs candidatures ? Non. Non, c'est que ça se fait dans une classe. Non, mais de quoi qu'est-ce qui se fait dans la classe ? C'est la délibération ou c'est la désignation du membre ? Non, c'est l'élection. Les élections se font par école. D'accord, mais là, il suffisait que les enfants, sous la forme de candidature spontanée, vous aviez, je ne sais pas, 20 candidatures spontanées d'élèves, et c'était fait au sein de la mairie. Non, je ne sais pas, via tirage au sort ou je ne sais quoi. Ça pourrait être une évolution. On a choisi quand même un système
simple dans un premier temps. J'ai hâte, c'est un sujet qu'on a depuis 2016, on a hâte effectivement d'avoir des jeunes et des jeunes conseillers qui pourront être élus au mois de septembre et effectuer leur mission dès le mois d'octobre. Voilà ce que je préconise. Ça n'empêche pas toute évolution par la suite. Il y a aussi, en fonction, là, il va y avoir des CM2 qui vont passer en 6e. Il y a tout cet aspect-là aussi de relation avec le collège. Voilà. Je crois qu'il faut partir sur cette base-là. Et ensuite, on verra le. J'ai juste une question. J'imagine que vous l'avez déjà fait, mais comme souvent on compare aux autres communes, dans les autres communes où il y a un conseil municipal des jeunes, est-ce que les jeunes des communes en question qui sont scolarisés à l'extérieur de leur commune en font partie? J'en ai absolument aucune idée. C'est pour ça que je pose la question. Alors, ça doit exister peut-être dans certaines communes, mais dans beaucoup de communes, en fait, ils ne sont pas du tout pris en compte. Voilà. Regardez, on avait fait une commission de travail sous la mandature précédente, c'était Bailly et Noisy. Noisy donc a évolué via le collège, mais n'a pas évolué sur l'extérieur des écoles. J'aurais une question parce qu'il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. C'est un conseil municipal des jeunes. Nous sommes un conseil municipal, c'est-à-dire que les décisions se prennent lorsqu'on est tous ensemble. Donc le vote se fait quand on est tous ensemble. On ne le fait pas chacun chez nous et ainsi de suite. Donc un conseil municipal des jeunes, il me semblerait logique que ces jeunes soient convoqués en conseil municipal qui ait un sens, dans une salle tous réunis, un jour où ils ne sont pas scolarisés, pour pouvoir prendre des décisions. Ce qui, à ce moment-là, n'exclurait pas du tout. Sinon, ce n'est pas un conseil municipal. Je veux dire, ce sont des super délégués de classe. Non, pas du tout. Tu n'as pas compris, là. Non, c'est pas pour le désigner. Pour le désigner, ils peuvent le désigner n'importe comment, je veux dire. Mais si. Non, les enfants, une fois qu'ils seront élus, se réuniront effectivement tous ensemble. Il y a différentes thématiques. Il y a les séances plénières où ils seront tous ensemble pour échanger entre eux. Il y aura également des groupes de projets. Donc, il y aura 2 groupes de projets qui seront créés. Donc, les enfants choisiront leur projet, le projet qu'ils voudront porter pour la commune et pour les jeunes de la commune. Et ils se réuniront bien sûr ensemble et après, ils voteront tous ensemble en séance plénière. Non, c'est vraiment pour les élections en fait où on s'est interrogé en fait après sur comment mettre en place l'élection même, la candidature même de ces jeunes qui sont toute la semaine dans une autre école, qui côtoient parfois les copains au sport, mais pas forcément, parce que parfois ils font du sport aussi dans les autres communes pour être avec les copains de leurs écoles. Et donc c'était vraiment tout cet aspect-là avec comment leur permettre de faire campagne s'ils ne sont pas déjà dans la commune et qu'ils ne connaissent pas vraiment les copains. Et donc c'est éventuellement une évolution à mettre après une étude un peu plus approfondie sur le nombre d'enfants qui sont concernés et sur comment ils vivent au sein de Bailly ou s'ils font toutes leurs activités à l'extérieur, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et après, il y a aussi la problématique du vote. Comment les faire voter, et vote par correspondance, comme on fait à l'étranger, c'est très bien. Mais le but aussi du conseil municipal, c'est de permettre aux jeunes de comprendre aussi tout le process électoral. Et donc, il y a tout cet aspect où ils rentrent, où ils prennent leur ticket, leur billet, ils vont dans l'isoloir, ils mettent dans l'enveloppe, ils mettent dans l'urne, ils signent le petit papier qui sera mis en place dans les écoles, qu'eux ne feraient pas. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là qui, pour l'instant, on l'a mis en stand-by, et ça n'empêche pas d'y réfléchir et de modifier le règlement intérieur du conseil municipal des jeunes ultérieurement. Pardon. Voilà, bah écoutez, vous n'avez pas d'autres questions? Mathieu, non, tu voulais pas? D'accord. Voilà, moi je tenais à remercier Ève et Siam qui ont travaillé, qui ont œuvré donc, sur ce beau projet. Et on a hâte effectivement de voir nos petits avec l'écharpe tricolore. Voilà. Donc, ayant entendu l'exposé du rapporteur Ève, donc, je vous demande d'approuver la création de ce conseil municipal jeune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
qui est pour, donc à l'unanimité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Voilà. D'accord, mais on va voir comment les choses vont fonctionner d'abord. Voilà. Merci. Et on revient aux ressources humaines, où là, on va vous présenter effectivement donc les éléments qui nous ont conduits à créer un poste pour la bibliothèque. Je laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous abordons un sujet qui a déjà été évoqué lors de l'adoption du budget, qui est la création d'un poste de responsable de la bibliothèque. En effet, les circonstances font que, à ce jour, le fonctionnement est défini comme tel. La ville verse à l'association Bailly Lecture une subvention. Cette subvention sert essentiellement à deux choses. D'une part, tout ce qui est animation et évidemment acquisition de livres. Et deuxièmement, ça permet d'assurer la prestation à une bibliothécaire professionnelle qui exerce à ce jour les fonctions de responsable de la bibliothèque. Cette personne a souhaité cesser ses fonctions. Elle cessera d'ailleurs le 30 juin. Et donc, nous avons eu des réunions avec l'association, quelles étaient les possibilités d'évolution. Il est clair que l'association elle-même ne pouvait pas porter un recrutement comme c'était le cas à ce jour. Donc, c'est la ville qui se substitue à l'association, et dans la mesure où il s'agit d'une mission de service public, c'est tout à fait cohérent. Et donc, la ville va donc créer, par cette délibération, un poste d'adjoint du patrimoine. C'est le grade correspondant dans notre jungle du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, nous avons effectivement anticipé ce recrutement. Nous avions lancé un poste. Et effectivement, nous avons eu la chance d'avoir des candidatures, quelques candidatures intéressantes. Donc là, l'objet, c'est de vous présenter la création de ce poste et d'augmenter d'un poste. Alors, il s'agira d'un poste à temps non complet, qu'on a estimé à 70%. Nous n'avons pas trouvé de titulaire, donc ça sera un contractuel. Donc il y a quelques conditions de rémunération. Je souligne simplement, puisque c'est quelque chose qui avait été évoqué une inquiétude qui avait été exprimée lors du vote du budget, c'est que la part de la subvention qui était destinée à payer les prestations à l'actuel bibliothécaire, le recrutement en direct permet que cette enveloppe reste stable. Voilà. Donc il n'y a pas d'augmentation de coûts. En revanche, la personne sera directement recrutée par la ville. Voilà ce que je peux en dire. Et donc il y a des conditions à décoder, si vous le souhaitez, sur le recrutement de ce bibliothécaire. Voilà. Quand vous dites que financièrement c'est stable, alors on va mettre des chiffres derrière ces termes. Jusqu'à présent, la subvention de la bibliothèque, c'était 36 000 €. Elle a été baissée à 16 000 € dans le dernier budget, si mes souvenirs sont bons. Donc ce qui veut dire que le coût de elle est baissée à 20. Bon, 20, ça veut dire que le coût de l'employé qui va arriver, ça sera pour la commune, donc toute charge comprise, 16 000 €, tout compris. Non, là on est sur une année, de. Oui, non, mais si on parle à une année complète. Si on reprend l'année 2022, en principe, l'équivalent de la subvention sera déduit. Le montant de l'équivalent de ces 36 000 € sera déduit le montant du salaire de la personne qui sera recrutée par la ville. Ce qui fait qu'il restera
le solde qui sera de l'ordre de 7 000 € environ, qui servira pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire les subventions, les acquisitions et les événements, l'animation. Voilà. Alors, je comprends peut-être pas tout, mais en année pleine. Je vais te dire. En année pleine, on est exactement dans l'équivalent. Si je dis qu'il y avait je crois que c'était 7 000 € qui étaient destinés aux acquisitions et aux animations, 36 moins 7, ça fait 29. 29, ça fait le coût de l'emploi. Voilà. Et la subvention, donc elle va passer à 7 000. Elle passera à 7 000 dans l'année prochaine. Pour bien que tu comprennes. Voilà. On a versé 20 000 €. Donc cette subvention. C'est 20 000 €, c'est 29 000 €. C'est 15 000 € de salaire pour couvrir effectivement les 6 mois de notre directrice actuelle, plus les livres. Donc on ne va pas y toucher là. Oui, et puis il y a une trésorerie de l'ordre de 20 000 €. Non, ça, on s'en passe pas. Donc le coût de l'arrivée de ce nouveau jeune bibliothécaire, ça va être effectivement 6 mois, 7 mois, du 1er juin jusqu'au 31 décembre. Il va y avoir une légère augmentation pour notre pomme sur le mois de juin, puisque là, il y a tuilage entre l'ancienne et la nouvelle directrice. Mais je tiens vraiment à te dire que tu avais posé cette question. On est à 26 ou 27 000 € pour ce nouveau bibliothécaire, et on versait à la directrice actuelle 29 000. Donc on est tout à fait dans les normes. Bon, si j'ai des doutes financièrement, ceci dit, on verra en année pleine en 2023. Non, mais tu n'as pas de doute à avoir. Je te dis, voilà, la transparence et la vérité. Certainement. Mais par contre, j'ai une autre question qui est un peu plus, qui est un petit peu différente. C'est quid de l'association, parce que l'association de la bibliothèque, elle va peut-être perdre un petit peu de sa superbe ou perdre un petit peu de ses prérogatives, puisqu'elle n'aura plus la main sur la personne qui travaille. Enfin, j'ai peur que ça décourage pas mal les bénévoles. Alors, on y fait très attention. C'est vrai que c'est quelque chose... Alors, ce qui est prévu, c'est effectivement qu'il y ait une réunion de travail avec le nouveau bibliothécaire, le nouveau président de l'association de Bailly et Lecture, de façon à ce qu'on puisse définir un mode de fonctionnement, puisqu'effectivement, on est dans quelque chose qui est inédit ici, qui est un fonctionnement à la fois avec une association et en plus avec des bénévoles. Et maintenant, un agent qui sera directement de la ville. Alors, donc effectivement, ça donnera lieu à une réunion de travail, j'espère en juin. Parce que concrètement, qui est-ce qui prend les décisions pour pouvoir... Je crois beaucoup à ce nouveau duo. Donc d'une part, un bibliothécaire qui est journaliste, qui est diplômé en cinéma, qui est créateur de plusieurs projets médias. Il va apporter beaucoup de choses. J'ai aucun doute. Avec effectivement la participation du nouveau jeune président que nous connaissons tous, je crois vraiment en ce duo. Voilà. Mais après, quand il faudra trancher les décisions... Au niveau du bénévolat, bien entendu, tu sais, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des bénévoles. Je pense qu'on va pouvoir peut-être en reprendre des plus jeunes. On va bosser dans ce sens-là. Mais je suis sûre, mais quand on est pétri de bonnes intentions, c'est une chose. Mais on se doute bien que le jour où il y aura un conflit de décision, de dépenses à faire X ou Y entre l'association qui choisira de faire ceci et la personne employée par la mairie qui préférera autre chose, qui va trancher? Il est directeur de cette bibliothèque. Je veux dire qu'il y a un autre cas. Aujourd'hui, on travaille comme ça. On a un service événementiel qui travaille avec le BAC. Et ça se passe bien. On a cherché. Oui, on a eu un petit peu une période où il a fallu trouver nos marques. Maintenant, ça roule. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je ne suis pas inquiet. Je vois pas très bien le cas de figure où il pourrait y avoir un conflit entre la ville et l'association. J'entends bien, c'est pour ça que d'ailleurs on va rencontrer le président avec le nouveau bibliothécaire, puisque c'est un homme. Mais
On va voir comment les choses... Mais je n'arrive pas à voir le cas de figure dans lequel il pourrait y avoir vraiment un conflit. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune règle. Voilà. C'est vrai qu'on avait une bibliothécaire qui a terriblement marqué parce qu'elle connaissait parfaitement les Bayakois, elle connaissait parfaitement le milieu et elle était extrêmement compétente et moteur pour beaucoup d'animations. On souhaite conserver cette dynamique, hein, bien sûr. Effectivement, ça ne sera pas tout à fait la même parce que vraiment, on a quelqu'un de tout à fait différent. Par contre, le recrutement, on l'a fait. Je considère qu'on n'était pas légitime à faire un recrutement sans avoir des billes techniques. Donc, l'actuel bibliothécaire nous a accompagnés dans le recrutement. Hein. Je tenais à le préciser. Voilà. Puis je tiens à dire. Hein, effectivement, tout à l'heure, tu as dit que c'était la continuité du service communal. On est très attaché à notre bibliothèque de proximité, de ce lien fort qu'existe aujourd'hui entre la bibliothèque et ses écoles, entre la bibliothèque et l'IEM, entre la bibliothèque et l'accueil de loisirs. Et ça, faut que ça perdure. Et là, Bertrand et Charlotte vont être effectivement très, très vigilants à ce sujet-là. Voilà. Donc, j'avais une question, Jacques. Il y a des questions. J'ai une question sur le fonctionnement de la bibliothèque. Aujourd'hui, qui décide de la gestion de la dépense de ces 7 000 € qui ne sont pas du salaire? Tu disais 7 000 à 8 000 € tout à l'heure. Pardon, c'est l'association. C'est l'association. C'est le président et son équipe qui décident de dépenser. Mais ça dans la réalité, ça se fait en collaboration. Parce qu'effectivement, moi je suis au courant de ce qui se fait à la bibliothèque. D'abord, j'y suis comme bénévole. Et donc, voilà, je suis au courant de tout ce qui est fait, des événements qui sont nombreux et qui sont souvent de qualité. D'accord, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc là, voilà, ça se passe très correctement aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ça... Voilà, ça changerait. Mais effectivement, c'est aussi, effectivement, on parle de conflit, mais c'est quand même l'association elle-même qui a demandé à ce que la ville recrute. C'est aussi, là, il y a une réunion, parce qu'effectivement, ça a été... le départ de bibliothécaire est quelque chose qui n'était pas neutre. Hein. Bon, elle a d'autres projets très bien, hein. Mais effectivement, ça a créé un peu un tsunami. Et effectivement, là, tout le monde s'est retourné vers moi en me disant mais il faut que la ville fasse quelque chose, il faut que la ville fasse quelque chose, il faut et donc que la ville recrute. Bon, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a lancé, et voilà où on en est aujourd'hui. À vous présenter cette délibération. Voilà, entendu. Merci Bertrand, il n'y a plus de questions. Voilà, alors on a entendu l'exposé de Bertrand, donc qui est favorable effectivement à cette délibération. Voilà. Alors, voilà. Qui s'abstient? Voilà. Voilà. Qui est contre? Personne. Voilà. Donc il y a 5 abstentions, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Je peux revenir juste une seconde. Elle est adoptée. Sur la délibération précédente, j'ai obtenu la réponse. J'avais posé à nos collègues de Noisy la question pour savoir pour les élèves qui n'étaient pas noiséens pour l'appartenance au conseil municipal des jeunes. Et donc la réponse est pour l'instant, seuls les élèves scolarisés à Noisy sont éligibles car ce sont les enseignants qui organisent les actions en primaire. Voilà, pour info. Merci. Merci Caroline pour ce... J'irai même plus loin, les élèves de Noisy votent par école pour leur école. C'est-à-dire que ce n'est même pas un mixage où on peut éventuellement voter pour les copains d'à côté, c'est vraiment son école. Voilà. Donc, 6e délibération, création d'un tarif de vacation pour la régie du théâtre. Bien. Vous n'en avez pas fini avec moi, puisque je vais terminer toutes les délibérations, hein, elles sont pour moi. En fait, lorsque nous utilisons le théâtre, nous avons décidé, je crois que c'était déjà le cas dans l'ancienne mandature, de nous occuper nous-mêmes de la régie du théâtre. Parce qu'il y a eu
effectivement de mauvaises expériences, où on a retrouvé des branchements tout à fait approximatifs et pas mal de difficultés. Donc il y a toujours quelqu'un systématiquement qui représentera la ville dans les régies de chaque spectacle diffusé au théâtre. Nous avons généralement des prestations. On avait un prestataire local qui a préféré nous quitter, et nous avons à la place trouvé un certain nombre de prestataires qui étaient tout à fait satisfaisants. Mais il arrive aussi que nous avons quelqu'un que nous recrutons. C'est-à-dire, au lieu d'être prestataire, il est salarié, c'est ce qu'on appelle un vacataire, qui intervient pour le compte de la ville et qui assure une prestation de régisseur du théâtre. Donc, l'objet était de déterminer dans quelle mesure on pouvait rémunérer cette personne, et c'est l'objet de cette délibération, c'est-à-dire qu'on a fixé des taux qui seront rémunérés à la personne par soirée, alors vous avez le détail, 120 € pour 5 heures, les heures supplémentaires, lorsqu'il y a une double régie, enfin voilà. Voilà l'objet de cette délibération, sachant que nous envisageons également de former l'un des agents des services techniques pour ce faire, mais tant que la personne n'est pas formée, on préfère prévoir des taux de délibération à adopter lorsque nous recruterons des vacataires. Voilà l'objet de cette délibération. Merci. Oui, juste avant le vote, une demande de précision. Vous avez dit, on avait un prestataire avant local, pour ne pas le nommer, c'était Gauthier Mariani. Oui. Vous avez dit, on a pris un nouveau prestataire. Première question, est-ce un prestataire local? Parce qu'auparavant, on avait mis en place, et ça nous paraissait intéressant, que les jeunes de la commune puissent s'initier au mode audiovisuel. Ça leur permettait de diversifier leurs activités, pouvoir éventuellement même le mettre sur leur CV. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était maintenant. Est-ce qu'on fait appel à des prestataires privés extérieurs, ou est-ce que l'on permet aux jeunes de se familiariser avec les modes audiovisuels? Alors, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, c'est l'ancien prestataire lui-même, qui est un prestataire privé, il avait sa boîte, qui a souhaité ne pas continuer avec la ville. Voilà. C'est lui qui c'est lui-même, c'est pas nous qui l'avons. C'était pas ma question. C'était de savoir s'il est remplacé par un prestataire de la commune. Ou est-ce que c'est des jeunes, comme on a fait avant? Avant, il y avait un vivier de jeunes qui avaient été formés. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que c'est des prestataires privés? C'est exactement ça. C'est effectivement, lorsque nous recrutons, je sais qu'il y en avait un avant que j'arrive, qui maintenant ne travaille plus pour nous, mais il y avait un vacataire. Donc là, c'est effectivement ouvrir la possibilité de recruter des vacataires qui seront des jeunes. Bon, effectivement, on voudra des jeunes qui soient un minimum formés quand même. Parce que on peut pas. Non, mais attendez, excusez-moi, c'est toujours pas la réponse à ma question. C'est pas sur la formation des jeunes, c'est est-ce que ça sera des jeunes bayacois? Parce qu'on trouvait que c'était bien que les jeunes de la commune, je précise, puissent être formés et puissent diversifier leurs activités. Certains vont du scoutisme, il y en a d'autres qui sont plus intéressés par les techniques audiovisuelles. Donc c'était de permettre à des jeunes de la commune de pouvoir se faire aussi un peu d'argent de poche et de travailler pour la commune, et éventuellement mettre ça sur un CV comme activité extra-professionnelle. C'est tout ça. Tout à fait. Mais quand je dis des vacataires, je ne précise pas s'ils sont bayacois ou non bayacois. S'il y a des jeunes bayacois, pourquoi pas? Moi, je ne sais pas qui on va avoir pour telle ou telle manifestation. Là, c'est le service qui s'en occupe. Moi, je ne les connais pas. S'il y a des bayacois, bien au contraire, on est plutôt favorable à recruter des bayacois. Par contre, effectivement, il y a quand même une responsabilité. Ce sont des installations électriques. On ne peut pas se permettre de recruter n'importe qui. Voilà. Donc se former, oui, mais il faut qu'il y ait quand même quelques billes. Voilà. Oui, se former quelques précautions. Mais c'est vrai que par le passé, on a eu un animateur excellent qui est resté assez longtemps comme régisseur. Bon, voilà, mais bien entendu, si on a un bayacois, ça sera en priorité. Voilà. Bon,
Il y a d'autres questions? Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, cette délibération est acceptée. Et nous passons à l'extension du RIFSEP à un cadre d'emploi supplémentaire, Bertrand. J'adore présenter des délibérations avec des titres pareils. Rassurez-vous, c'est très simple. Le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire qui est adopté pour les agents de la fonction publique territoriale. Et donc, nous avions délibéré à plusieurs reprises pour ce RIFSEP. Simplement, comme la délibération numéro 5 permettait la création d'un adjoint du patrimoine. Donc, notre premier agent de la filière culturelle, le RIFSEP adopté à la ville de Bailly, ne prévoyait pas le versement du RIFSEP aux agents issus de la filière culturelle. Et donc, par cette délibération, qui complétera d'une certaine manière la précédente, nous proposons le versement, l'application, comme pour les autres agents de la ville, de ce régime indemnitaire à ce nouvel agent. Voilà, c'est tout simple. Qui s'abstient? Ah pardon, il y a peut-être des questions. Non, qui s'abstient? Voilà. Qui est pour? Donc, voilà. Merci beaucoup. Cette délibération est acceptée. Dernière délibération, la convention pour la location de salles et ses annexes. Bertrand, c'est encore à toi. Oui. Donc, notre dernière délibération concerne la mise à disposition, que ce soit à titre gracieux ou à titre de prestation rémunérée, la mise à disposition des différentes salles de la ville. Cela concerne donc la salle Jean Lemaire, où nous sommes, la salle Gérard Laureau, qu'on appelait précédemment le foyer des anciens, le théâtre, bien sûr, et la salle que j'appelle LCL, mais qui s'appelle la salle numéro 3, voilà. Les services ont fait un gros toilettage. On avait déjà fait passer une délibération il y a 1 an sur la mise à disposition qui était, que je ne dis pas de bêtises, c'était sur le théâtre. Donc là, on a véritablement, enfin les services, ont remis à plat toutes les dispositions qui existaient pour chacune des salles, et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun règlement intérieur pour chacune des salles, et lorsque par exemple on met à disposition une salle à titre gratuit à intervalles réguliers, comme l'utilisation, je pense, par exemple la salle Gérard Laureau, qui est mise à disposition de l'association des anciens de Bailly, rien n'avait jamais été formalisé. C'est pourquoi le service culturel a remis à plat toutes les dispositions pour chacune des salles et adopté un règlement intérieur pour chacune de ces salles. Bon, il s'agit vraiment d'un travail assez fastidieux qui a été fait par le service et donc qui permettra, en cas de difficulté, de savoir exactement de qui est responsable de quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, il vous est proposé donc toute une batterie de règlements intérieurs de ces salles, de façon à pouvoir avoir quelque chose de plus carré. Voilà. Oui, juste une petite remarque et une question. Je trouve que c'est très bien la communication qui a été faite là récemment sur le tram-train. Par contre, je déplore qu'il n'y ait pas eu une communication sur les travaux de la 307, parce que les travaux ont duré quand même 1 mois.
un certain nombre de Bayacois et de Noiséens étaient quand même un peu énervés sur le sujet. Et je pense que vous auriez peut-être pu faire une lettre auprès de Bédier ou de dire que la commune voulait... Je pense qu'une communication pour dire que ça avait été pris en compte aurait été bien, parce que là, il y a eu un silence. Et comme j'ai dit en préambule, je trouve que ce que vous avez fait pour le tram-train est très bien. Je pense que ça aurait été bien qu'il y ait eu la même chose fait pour les travaux de la 307. Non, on était sur la commune, effectivement, du Chenay-Rocancourt. J'en avais parlé à Richard Delpierre, mais bon. Enfin, ce qui s'est passé, hein, vous le savez tous maintenant, je pense, c'est que donc il y a eu un accident, c'est comme ça. Le problème, c'est que les services donc du département n'avaient pas les barrières et ils ont mis en sécurité le passage souterrain et ça a duré presque un mois avec les catastrophes qu'on a connues, avec le délai pour traverser ce passage souterrain. On les a relancés plusieurs fois en leur disant qu'on avait vraiment beaucoup de remontées de Bayacois qui râlaient et finalement, tout d'un coup, ça y est, on intervient jeudi, c'est-à-dire 3 jours après, ils sont intervenus, ils l'ont fait comme prévu. Mais on est intervenu, mais peut-être pas au niveau dont vous parlez, c'est-à-dire M. Bédier. On est intervenu auprès de nos collègues du département. Du collègue et de Richard Delpierre. Voilà, je sais... On a fait une annonce à la population, mais c'était quand on savait mais c'est vrai, je partage aussi ton point de vue, parce que très longtemps, hein, les poteaux étaient mis et il ne se passait rien. Hein, et voilà. Non, mais c'est vrai. On aurait pu sûrement mieux faire. Je te l'accorde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Mais si moi, je voudrais simplement dire un mot sur l'Ukraine. Hein, vous savez qu'on a 10 personnes, nous, aujourd'hui, hein, qui sont réparties dans 3 logements communaux. Et il y a aussi une famille, enfin 2 personnes qui sont chez un particulier. Donc ça, c'est les 10 actuels. Hein. En revanche, donc, j'ai échangé avec le père Xavier Giraud, hein, qui donc a fait venir par le diocèse 6 personnes qui sont hébergées effectivement chez Xavier Leroux. Hein. Voilà, donc c'est le diocèse qui va s'en occuper. Sachant qu'effectivement, je sais que l'appartement de Xavier Leroux est seulement disponible jusqu'à la fin de l'année. Hein, voilà. Mais bon, voilà ce que... Je voudrais passer une communication parce que j'ai discuté avec l'assistante sociale hier. La personne qui est en charge, la famille qui est prise en charge par la paroisse, est venu à la mairie. Ils voulaient faire scolariser leurs enfants et on leur a répondu qu'il fallait qu'ils s'adressent à l'assistante sociale. Or, l'assistante sociale ne s'occupe absolument pas des Ukrainiens. Donc une précision, si les services pouvaient se mettre d'équerre, ce serait bien. Sans compter qu'on a déjà scolarisé une petite fille de 4 ans en école maternelle. Donc cet enfant à 9 ans, il peut être scolarisé à Bailly puisqu'il est à Vaulusseau. Donc il n'est pas utile de l'envoyer vers l'assistante sociale qui lui a donné une fin de non-recevoir. Je crois qu'il faut que la commune le scolarise. On va s'en occuper. Merci de ce message, Noël. Bon, il y a Alexandre. Oui, excusez-moi. Ça m'est revenu suite à tes propos. Tu parlais de logement, Jacques. J'ai ouï dire qu'il y a du changement potentiel sur le logement au-dessus du centre médical, avec peut-être une libération du logement. Oui, tout à fait. Quelle est la suite donc, que vous donnez pour le moment en vue de ce changement-là ? Je vais passer la parole à Eric sur ce sujet-là. Bien entendu, ce que je peux dire, c'est que le locataire donc, nous a envoyé sa lettre de rupture et il quitte les lieux donc, le 12 juillet. Hein, donc, ce qui, effectivement, nous permet de regarder ce qu'on peut en faire à terme. Hein. Voilà, oui. Je peux compléter en disant que le problème du moment est de répondre à l'offre médicale de la meilleure façon possible. Et par conséquent, nous étudions à l'heure actuelle avec l'architecte
qui est à l'origine des travaux d'aménagement en 2016, si ma mémoire est bonne. Nous sommes en contact avec cet architecte pour qu'il nous fasse des propositions de création d'espaces complémentaires à ceux qui existent à l'heure actuelle, ces espaces pouvant se situer aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Ça fait partie effectivement des options possibles sur lesquelles nous travaillons à l'heure actuelle. On a créé également une commission que l'on va réunir, une commission de suivi de ce dossier à laquelle participe l'opposition, que l'on va réunir, je pense, dans les 15 jours à venir, et on fera un point de l'avancement de ce dossier, c'est-à-dire de ce que notre architecte peut proposer avant d'en référer aux médecins eux-mêmes. Voilà. Donc, voilà. On est encore donc en phase d'étude, hein, mais on est dessus. Voilà. Merci à tous pour cette réunion. On lève la séance. Voilà, il est 21h passé. Merci.